Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît, car aujourd'hui est évidemment un jour de célébration. Oui, au cas où vous l'auriez manqué, nous sommes officiellement devenus le podcast numéro 1 au monde. Pas seulement en Amérique, d'accord? Pas en Europe non plus. Je parle bien du monde entier. Et les rageux restent énervés. Les rageux restent très énervés sur Internet, sur X aujourd'hui. C'est vraiment la folie. Je veux dire, les influenceurs sionistes chrétiens font ce truc où ils m'attaquent parce que je dis la vérité sur quelque chose. C'est tellement étrange. Je ne sais même pas comment réagir à ça. Je vais faire de mon mieux ici. Ils donnent tous leur avis, ils commentent et ils disent que c'est faux à propos de quelque chose qui est littéralement vrai. C'est littéralement vrai. Je l'ai vécu. C'est tellement bizarre. C'est comme s'ils essayaient d'effacer ma propre mémoire et d'effacer mes propres emails que je possède. Bien sûr, avant de parler d'eux, nous allons d'abord aborder les sujets principaux. Les moments forts, les moments viraux de l'interview très attendue avec Erika Kirk sur Fox News avec Jesse Waters. Alors, commençons. Bon, avant tout, bienvenue dans le podcast numéro 1 au monde. C'est ici. Vous êtes ici. Nous sommes tous numéro 1 dans le monde. C'est en tendance sur Twitter. C'est tellement excitant. Regardez ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Le podcast de Candace Owens atteint la première place mondiale. Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est sans promotion, ce qui veut dire que depuis le lancement de ce podcast il y a 1 an et demi, nous n'avons pas dépensé un seul dollar en publicité. D'accord? Parce qu'on ne pouvait pas le faire. Nous étions une start-up, j'ai été licenciée. Les choses allaient mal. C'était vraiment mauvais. Et pourtant, nous sommes le podcast numéro 1 au monde. Grok le résume ainsi, je vais le lire. La commentatrice conservatrice Candace Owens a annoncé jeudi que son podcast indépendant, Candace, a atteint la première place mondiale selon les données de Podscribe suite à son départ du Daily Wire en 2024. Elle attribue cette croissance organique aux critiques, aux défis juridiques, y compris une plainte en diffamation du président français Emmanuel Macron et de la première dame. Brigitte Macron et la résilience de sa petite équipe. Owens attribue cette étape à une intervention divine au milieu des attaques médiatiques continues. Vérifiez. C'est tout simplement vrai. Tout cela est très vrai. Je suis tellement excitée. Je voudrais remercier tout le monde sauf l'Académie parce que la matrice me déteste. Je ne recevrai probablement jamais plus de distinctions. Je ne serai sans doute jamais invitée à un événement sur tapis rouge. Mais ce n'est pas grave car je n'ai jamais été aussi heureuse. Et il y a tellement de personnes à remercier. C'est vrai. Nous devons remercier Brigitte et Emmanuel Macron pour cette plainte mal avisée. Évidemment, j'ai l'impression que cela a ouvert une brèche dans la réalité et a rendu les choses encore plus mondiales qu'elles ne l'étaient déjà. Je voudrais remercier Kanye West, anciennement Kanye West, il s'appelle maintenant Ye, pour la chanson Power, parce que cette chanson m'a vraiment fait comprendre qu'il faut arrêter d'écouter ses détracteurs. Il faut aussi reconnaître que vous avez besoin des détracteurs pour vous inspirer à continuer. Quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas être quelque chose ou que vous devez être quelque chose, il faut savoir se défendre. Il faut avoir le courage de dire « Je sais que la foule fait cela, mais moi, je ne le fais pas ». Et c'était moi quand je n'ai plus voulu faire le truc pro-Israël. Bien sûr, comme toujours, je remercie Ben Shapiro. Je remercie Jeremy Boring. Je remercie la direction pour leur clairvoyance d'avoir compris avant moi que je devais être licenciée. Merci de m'avoir licenciée. Et merci pour la publicité autour de ce licenciement. Andrew Clevan, le Christ est roi, merci beaucoup. À mes yeux, tu es un héros. Tucker Carlson, je ne sais pas. J'ai l'impression que je devrais te remercier parce que beaucoup de choses se sont passées parce que les gens pensaient que nous complotions en coulisses alors que ce n'était jamais le cas. Et merci Tucker Carlson pour les semaines de répit quand les médias t'attaquent toi au lieu de moi. Maintenant, c'est plus ou moins assemblé. C'est Tucker Carlson et Cameron Soames, mais merci. Je tiens à remercier l'Australie. Nous vous voyons, Australie. Tony Burke, merci de nous avoir interdit l'entrée dans tout un pays alors que je n'y suis pour rien. Je n'ai absolument rien fait et pourtant je suis banni. Et devinez quoi? Tu dois m'écouter de toute façon. Ha ha ha, Tony Burke. OK, mais en réalité, il faut aussi évidemment remercier cette équipe incroyable, très petite. Elle laisse rester petite. Nous ne sommes que 4 à travailler sur le podcast au quotidien. Savannah qui porte de nombreuses casquettes, Chris au montage,
Marc, qui fait du mansplaining et qui est aussi notre réalisateur, Skylar, la productrice qui doit gérer mes textos délirants toute la nuit parce que mon cerveau part dans tous les sens. C'est vraiment un tout petit moteur qui continue d'avancer. Et c'est pour ça qu'on est vraiment résilient. On doit vraiment embaucher plus de monde. Et il n'y aura toujours pas de fenêtre ici. Je veux que ce soit clair. Je ne veux pas qu'il s'emballe. Il n'y aura jamais d'espace pour respirer dans la régie. Et oui, évidemment, ambassadeur, ça a été une année incroyable et surtout, je suis reconnaissante envers mon mari qui a réussi à faire tourner toute une entreprise de podcast. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il gère tout ça. Il n'a même pas le temps de regarder l'émission et il passe son temps à éteindre des incendies. Je n'aurais pas pu faire tout ça sans vous tous qui m'avez soutenu. Mais c'est bien d'être simplement honnête. Et c'était vraiment une année éprouvante, surtout en réalisant maintenant toute cette histoire de conservatisme. Qu'est-ce que le conservatisme? Le Parti républicain traverse une période particulière. Je ne veux pas être attaché au Parti républicain. Et je veux pouvoir dire quelque chose contre les démocrates et les républicains. Et c'est ce que nous faisons. Nous disons la vérité. Nous allons continuer à dire la vérité. Et nous sommes très enthousiastes aujourd'hui. Et l'une des choses sur lesquelles nous disons la vérité en ce moment et pour laquelle mes détracteurs disent, c'est parce que tu parles de Charlie Kirk. Vous savez, vous changez d'avis tous les mois. D'abord, c'était « Oh, c'est à cause de l'affaire Brigitte Macron. Oh, c'est à cause des chroniques de Kamala. Oh, c'est à cause du procès intenté par Blake Lively. » Le dénominateur commun ici, c'est que je cherche la vérité. Les gens commencent à comprendre que je cherche sincèrement la vérité et que je me fiche des ennemis que je me fais en chemin. Et évidemment, je me fais beaucoup d'ennemis en ce moment pour une raison ou une autre en enquêtant sur l'assassinat de Charlie Kirk et les mensonges qu'on nous raconte. Bref, passons à Erika Kirk. Évidemment, c'était une interview très attendue. Écoutez, je pense qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Je ne sais pas pourquoi je pensais que ça allait être plus centré sur l'enquête. Et évidemment, avec le recul, ce n'était pas du tout le sujet parce que c'est Fox News et Fox News ne va pas mener une enquête approfondie. C'était plutôt une occasion pour elle de s'exprimer sur la façon dont les choses ont changé pour elle et comment les choses ont évolué pour Turning Point USA. Mais c'est comme être à la tête de l'organisation. Quelles sont ses réflexions sur ce à quoi va ressembler cette organisation à l'avenir? Et lui, je parle de Jesse Waters qui a animé cette discussion, l'a également suivi lors de l'événement qu'elle a organisé avec GD Vance à l'Université du Mississippi. Aujourd'hui, des gens du monde entier ont évidemment été touchés par l'engagement d'Erika envers sa foi chrétienne, par la force, bien sûr, qu'il lui faut pour s'occuper de ses enfants, prendre soin d'elle-même et en plus diriger cette immense entreprise, tout en étant en deuil, n'est-ce pas? Et c'est en quelque sorte l'une des choses qui a le plus marqué beaucoup de gens. Mais je dirais que le message chrétien est ce qui a le plus résonné lorsqu'elle est montée sur scène et qu'elle a dit qu'elle lui pardonnait presque instantanément. Je veux dire, quand a eu lieu la cérémonie commémorative? C'était seulement, 10, 11 jours après qu'il ait été assassiné? Je pense que c'était même moins, peut-être. C'était comme le 19, 9 jours après qu'il ait été assassiné. Oh, pardon, le 21, on vient de me corriger dans l'oreillette. Merci, Marc. Donc, Jessie lui a demandé quels étaient les moments les plus difficiles qu'elle a rencontrés en devenant veuve. Et elle a partagé que la nuit est le moment le plus difficile. Elle a également partagé son expérience concernant les émotions d'être veuve, comparée à celles que d'autres veuves peuvent ressentir lorsqu'elles sont confrontées à une perte soudaine. Et voici ce qu'elle avait à dire. Écoutez bien. C'est tellement facile de se retrouver dans une position où l'on ressent des regrets quand on perd quelqu'un qu'on aime. Et j'ai essayé de lire un livre de C.S. Lewis parce qu'il a perdu l'amour de sa vie. Il n'a été marié avec elle que pendant 4 ans. Ça s'appelle A Grief Observed. C'était un livre très difficile à lire. Pas parce qu'il parlait du deuil, mais parce que dans les premières pages, il expliquait à quel point il était en colère contre Dieu. Et je n'ai jamais ressenti cela. Jamais en colère contre Dieu. Je ne me suis jamais demandé, « Seigneur, pourquoi me fais-tu traverser cela? Pourquoi me mets-tu à l'épreuve? Pourquoi fais-tu cela ?» Ce Dieu est tellement bon et il est tellement souverain et je sais qu'il utilise tout.
même ce que l'ennemi avait prévu pour le mal. Et je n'ai absolument aucun regret, vraiment. Alors, Quand j'ai vu ce moment, je pensais simplement à moi-même, à toutes les émotions et au deuil que j'ai traversé, à toutes les émotions que j'ai partagées avec vous et à la colère que j'ai ressentie. Et je veux être très claire, je ne suis pas l'exemple qu'elle donne. Je n'aurais jamais pu. Et je sais que beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Je n'aurais jamais pu pardonner à Tyler Robinson, quel que soit le rôle qu'il a joué dans cette histoire. Et évidemment, je dis quel que soit le rôle qu'il a joué parce que je ne crois pas qu'il ait été la seule personne impliquée. Je ne pense même pas que ce soit lui qui ait tué Charlie Kirk. Mais même si vous croyez tout cela, je n'aurais jamais pu me retourner et lui pardonner aussi rapidement, n'est-ce pas? Et je n'ai même pas eu le temps de digérer tout ça. Quand j'ai prié à ce sujet, j'ai vraiment posé énormément de questions à Dieu. Et oui, elle a absolument raison dans ce qu'elle dit, et elle nous transmet bel et bien l'enseignement biblique sur ces sujets. Mais je ne pouvais pas ne pas ressentir cela. Et donc, je me remettais en question. En écoutant, je me disais, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vraiment, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Ou pourquoi est-ce que je me pose autant de questions? Pourquoi faire ça à quelqu'un d'aussi jeune? Je veux dire, même mon père, d'ailleurs, a été tellement touché. Il a rencontré Charlie quelquefois, mais il a été tellement bouleversé par l'assassinat de Charlie que ça l'a poussé à dire « je veux être ». Je me souviens que mon père m'a dit ça. Je veux être un grand-père et un meilleur père parce que je me regarde, je suis plus âgé et je n'ai pas vécu une vie aussi admirable que celle que Charlie a menée. Mon père m'a littéralement dit ça au téléphone. Et ça me fait me demander pourquoi lui? Pourquoi cela est-il arrivé à Charlie Kirk? Et oui, je ne sais pas. C'est un peu ce à quoi je pensais. Je me disais, waouh, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que j'ai ressenti toutes ces choses alors qu'elle a eu la sagesse de ne pas passer par là. Tu vois ce que je veux dire? Ou plutôt, je ne devrais pas dire ne pas passer par là, mais ne pas se focaliser là-dessus. Je ne pourrais pas aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, dire « je pardonne à Tyler Robbins ». Je n'y arrive pas. Je n'y arrive tout simplement pas. Et je pense que si je m'auto-évalue et que je suis très critique envers moi-même en ce moment, c'est parce que je ne peux pas pardonner tant que je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je ne sais pas ce que je pardonne tant que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et cela va peut-être nous amener à ce dont nous allons parler plus tard, où elle répond à la question, en fait, on va y venir tout de suite, de savoir si elle pense ou non qu'ils ont attrapé le véritable meurtrier de Charlie Kirk, n'est-ce pas? Est-ce que tu le crois? La personne que nous avons en garde à vue, est-ce cette personne? Celle qui a appuyé sur la gâchette? Est-ce la seule personne qui a appuyé sur la gâchette? Quoi qu'il en soit, je veux que vous l'entendiez directement d'elle, et non pas que je résume ou répète ce qu'elle a dit. C'est devenu viral à cause de ce qu'elle n'a pas dit, pour être honnête avec vous. Écoutez plutôt. Pensez-vous qu'ils ont attrapé le meurtrier de votre mari? ce dont je suis tellement reconnaissante, c'est que nous avons la chance d'avoir l'une des équipes les plus incroyables et dévouées pour cette affaire. Je ne souhaiterais à personne, vraiment à personne, de devoir traverser ce que nous traversons. Avoir vu le rapport d'autopsie, avoir vu les différents éléments de preuve qui ont été collectés. J'ai confiance en notre équipe. Donc ce n'est pas un simple oui ou non. Et cela pourrait sous-entendre qu'elle fait confiance à l'équipe pour trouver plus d'éléments, obtenir des réponses, ou, si ce n'est pas le cas, lui dire quelles sont les vraies réponses. Et je pense que c'est pour ça que cela devient viral, parce que les gens se demandent, d'accord, croit-elle vraiment que Tyler Robinson a agi seul? Et évidemment, Jessie ne va pas la pousser sur ce point, car cela aurait probablement ressemblé davantage à un interrogatoire plutôt qu'à une simple discussion sur certains de ces sujets qui sont sans doute difficiles à aborder en général. Mais je suis plein d'espoir que ce qu'elle sous-entend, c'est qu'elle fait confiance à son équipe pour faire preuve de toute la rigueur nécessaire. Elle dit qu'elle a vu le rapport d'autopsie. Elle a vu certaines choses. Évidemment, aucun d'entre nous n'a vu le rapport d'autopsie. Et je ne sais pas, je ne savais pas quoi en penser. Est-ce qu'elle veut dire qu'il y a plus d'informations qui vont sortir? Est-ce une sorte de présage que d'autres choses vont être révélées et que tout deviendra clair? Je l'espère, vraiment.
Parce que en ce qui concerne ce que le public a vu jusqu'à présent, je dirais que rien n'a été convaincant. Et j'essaie d'imaginer ce qu'il pourrait avoir que le public n'a pas vu et qui pourrait être une sorte de preuve irréfutable. Et en théorie, ce seraient les images, non? Tyler Boyer a dit que nous avons des images en 4K, tout le contenu quand il tweetait. Et de la même manière, pas l'université, mais quelqu'un d'autre disait que, vous savez, chaque angle, chaque zone de l'université est couverte. Leur excuse pour ne pas montrer cela au public était qu'ils ne voulaient en aucun cas que cela ait un impact sur l'affaire. Cela n'a jamais eu de sens pour moi. Cette excuse n'a jamais eu de sens pour moi. En fait, j'imagine que lorsqu'il y avait une chasse à l'homme en cours, avant même de penser à l'affaire, mais plutôt en pensant à la sécurité des gens, cela aurait été le bon moment pour diffuser des images claires de l'individu. Mais c'est possible. Il est possible qu'ils aient de véritables images claires de Tyler Robinson sautant sur le toit et tirant le coup de feu. Tout cela est possible. Donc, il va simplement falloir attendre et voir ce qu'il en est. Maintenant, je vais dire une chose. Personnellement et peut-être même égoïstement, probablement égoïstement. Et encore une fois, je suis imparfait. Je suis vraiment imparfait. Évidemment, j'étais extrêmement enthousiaste qu'elle réponde enfin à l'insinuation catholique à sa manière. Évidemment, si Sharon n'était pas une question directe ou quoi que ce soit, mais deux choses qui se sont produites ici. La première, que vous n'avez probablement pas remarqué, c'est ce qui se passe derrière Jesse et Erika alors qu'ils marchent en coulisses. Lors de l'événement de l'Université du Mississippi dont ils étaient les têtes d'affiche. Il y avait un prêtre. Regardez dans le coin, là-bas. Je reconnais un prêtre érudit quand j'en vois un. Oui, c'est le même prêtre qu'elle a emmené avec elle à l'hôpital quand Charlie a été blessé par balle. Et je ne sais pas. Je maintiens que je pense que cela concernait peut-être plus que l'architecture. Et au cas où vous n'auriez pas encore compris, en plus de cela, le prêtre a été aperçu en coulisses là-bas. Ils ont voyagé avec Erika et elle parle de l'affection de Charlie pour Saint Michael. Écoutez. Quand on a commencé à sortir ensemble, je lui ai dit « Pourquoi tu ne portes pas de croix ?» Il dit un truc du genre « Tu peux te dire chrétien, mais tu ne portes pas de croix ?» Je me suis dit « Je ne sais pas. Non, pas vraiment. Je ne suis pas un passionné de bijoux. » Et je me suis dit « Je comprends. » Alors pour son premier anniversaire, je lui ai offert cette croix. Et puis, au fil du temps, j'y ajoutais toujours différents métaux. Et donc, il a toujours aimé Saint Michael. Et ainsi, oui, chaque fois qu'il le mettait, il avait vraiment l'impression que c'était, en quelque sorte, son armure. On a terminé, les gars. Il se sentait comme Saint Michael était son armure. D'accord. Je tenais à le souligner car, avec le recul, je suis de plus en plus stupéfait et révolté par la méchanceté, la cruauté et l'inutilité de certaines personnes. Toutes les vidéos que les gens ont faites, où je n'en parlais même pas comme si c'était quelque chose d'important. Je faisais une vidéo hommage à Charlie en disant que nous espérions tous qu'il franchirait le pas et deviendrait catholique, sans donner de détails. Et la chose suivante que j'ai su, c'est qu'Opération Influenceur sioniste chrétien, alors que j'étais en état de choc et de deuil, s'en est prise à moi en disant que ce n'était pas vrai. Et je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ait fait de vidéo depuis, pour clarifier que non, il semble que Candace disait la vérité, parce que qui se soucie de la vérité quand on peut simplement se moquer de Candace? Mais je trouvais que c'était une façon très naturelle de réagir à cela. Et, vous savez, elle ne va probablement pas nous en dire plus parce qu'elle n'a pas à le faire. Comme je l'ai dit depuis le début, il ne s'est pas converti au catholicisme, mais il est simplement normal pour nous de dire la vérité sur l'endroit où il en était dans son parcours spirituel. Je ne comprends pas pourquoi c'est un si gros problème, à part le fait de détester les catholiques, ce qui est exactement ce que je reçois beaucoup en ce moment. Et il y a eu tellement de mensonges qui ont été racontés, et nous allons en aborder d'autres plus tard, ainsi que la frustration que j'éprouve envers les personnes qui prétendent se soucier de Charlie, alors qu'elles colportent des petits mensonges ridicules. Ça n'a aucun sens pour moi. Bref, pour revenir à l'interview d'Erika, on lui a posé directement la question, et c'est probablement le moment le plus viral de l'entretien, sur ce qu'elle ressent personnellement à propos des théories du complot qui circulent concernant son meurtre. Et voici sa réponse. Il y a d'autres théories qui circulent autour de l'assassinat de Charlie. Oui. Comment cela vous fait-il sentir? Quand tout est arrivé, mon téléphone s'est éteint et est devenu un trou noir. Je ne l'ai tout simplement pas rallumé pendant des semaines. Je me suis volontairement isolée parce que j'ai besoin de protéger mon cœur, d'être présente pour mes enfants et d'être là pour Turning Point.
Et ce que j'ai compris à travers tout cela, c'est que chacun fait son deuil différemment. Tout le monde essaie de comprendre et je ne leur en veux pas. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment quelqu'un peut-il devenir tellement radicalisé qu'il arrive à justifier cela dans sa propre tête? Nous venons de perdre l'une des plus grandes voix de notre génération. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Tout le monde essaye de digérer ce qui s'est passé. Et je respecte cela. Mais là où mon cœur demande un peu de compassion, c'est pour ceux qui étaient présents ce jour-là. Ils doivent revivre cela chaque jour. Il n'est pas mort dans un accident de voiture. Il n'est pas mort d'un cancer. Il a été assassiné. Et la différence entre cela et les assassinats précédents dans ce pays, c'est qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas d'IA. Je ne peux pas vous dire combien d'images fausses circulent à propos de tout cela. Et encore une fois, ma seule demande, c'est que vous priez, réfléchissiez et considériez tout ce que vous publiez en ligne, car cela aura un impact sur ces enfants à l'avenir. Je ne veux pas que mes enfants aillent un jour sur Internet quand ils seront plus grands et voient des choses. C'est juste que nous essayons tous de traverser cela à notre manière. Et j'apprécie cela, mais un peu de bienveillance serait la bienvenue. Donc, je pense que c'est une réponse pleine de grâce et je pense que c'est aussi une demande pleine de grâce de, vous savez, affirmer avant tout que les gens font cela parce qu'ils se soucient de Charlie et qu'ils tiennent à lui. Et puis, c'était aussi un événement traumatisant que le monde entier a vécu. Et la raison pour laquelle Internet enquête, c'est parce que les fédéraux ne le font pas. Et non seulement ils n'enquêtent pas, mais en plus, ils racontent des mensonges assez évidents. C'est vrai. Premièrement, on dit qu'il a été touché par une balle de 30,06 et qu'il a arrêté la balle alors que, dans des circonstances normales, cela l'aurait décapité. Une balle de 30,06 décapiterait quelqu'un. Et parce qu'ils ont été tellement ridicules et qu'ils nous manipulent en disant que nous déshonorons l'héritage de Charlie, les gens campent sur leur position parce que ça nous perturbe spirituellement de voir quelque chose comme ça et ensuite d'entendre qu'il n'y a rien à voir ici. Maintenant, voici ce que je dirais à propos de sa demande de prendre en compte les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Les personnes qui étaient là ce jour-là ont vécu un traumatisme parce qu'elles ont vu Charlie Kirk mourir ou peut-être qu'elles ne l'ont pas vu mourir. Peut-être l'ont-elles vu se faire tirer dessus, entendu le coup de feu. Qui sait exactement ce qui s'est passé? C'est là que ça va être vraiment difficile pour Erika d'être PDG et d'être en même temps une veuve, n'est-ce pas? Parce que les messages qui sortent de Turning Point USA, donc là c'est Erika en tant que PDG et présidente, ont tout simplement été inacceptables, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas dire, bon, tout le monde, on va continuer et vous savez, Mikey va remplacer Charlie lors de son événement Liberty qui sera complet. Et les gens de Turning Point USA, qui sont directeurs de la foi, vont vous dire, par exemple, que Mikey a ce qu'il faut. Voilà ce que vous devez faire, blablabla. Et puis Mikey va raconter des histoires sur ce jour-là. Il va passer plusieurs fois dans son émission. Andrew va en parler. Tout le monde va en parler. Et ils ne veulent pas parler des sujets qui nous tiennent à cœur. C'est ça, avoir un podcast, non? Tu ne peux pas vouloir la célébrité seulement quand tu le décides. C'est un peu comme le cas Meghan Markle, non, dont on parle. Et je dis ça à Mickey McCoy. C'est comme si tout le monde voulait être célèbre jusqu'à ce qu'il le devienne vraiment. D'accord, maintenant on veut de la vie privée. Eh bien, ça ne marche pas vraiment comme ça. Tu ne peux pas dire « je veux t'épouser et je veux être une princesse puis devenir une princesse ». Et là tu dis « eh bien, je ne veux pas être une princesse ». C'est ça. En gros, il faut choisir l'un ou l'autre. Donc, s'il y avait des personnes clés qui ont été tellement traumatisées ce jour-là qu'elles ont eu besoin de partir, je veux dire, moi-même, j'ai dû partir 2 semaines pour rassembler mes idées à propos du traumatisme que j'ai ressenti en regardant ça. Beaucoup de gens que je connais ont dû faire des pauses. J'ai dû retirer l'émission de l'antenne pendant quelques jours et ils avaient juste besoin de temps pour assimiler tout ça. Ça aurait été un peu différent. En fait, on avait presque l'impression qu'ils n'avaient besoin d'aucun temps pour digérer les choses. Et il semblait presque agacé que le reste du monde ait besoin de temps pour digérer. Et puis, les choses qu'il nous disait étaient des mensonges.
Nous avons pu réfuter factuellement certaines choses qu'on nous disait. Et puis, il y a des gens comme Tyler qui apparaît dans ce documentaire, Tyler Boyer, que j'apprécie, tu es le président et le PDG. Tyler Boyer est un déviant sexuel, non? Pourquoi devrions-nous lui accorder de la clémence simplement parce qu'il était à l'hôpital? Mais c'est comme, non, c'est l'entreprise. C'est ça maintenant, la direction de l'entreprise. Charlie n'est plus là. Nous voulons nous assurer que cette entreprise va s'engager pour la vérité. Nous voulons nous assurer que cette entreprise ne va pas nous dire que nous ne pouvons pas nous soucier de ceci ou ne pas nous concentrer sur cela parce que nous devons décider si c'est toujours la même entreprise. C'est ça que ça veut dire, non? Est-ce toujours la même entreprise? Et donc, je pense qu'avec l'affaire McCoy, tout le monde voulait une tribune jusqu'à ce qu'ils en aient une, d'accord? Et les gens ont commencé à dire mensonge, 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 n'est-ce pas? Par exemple, Alex Clark voulait faire l'affaire du Wall Street Journal jusqu'à ce que je découvre ce petit mensonge. Et c'est comme, qu'est-ce que tu racontes à propos des catholiques? Ce n'est pas vrai, d'accord? Prends la parole ou ne la prends pas, mais tu ne peux pas être entre les deux. Et puis soudain, quand le public se retourne contre toi, je ne veux plus de tribune. Ce serait ma réponse à cela. Et je n'ai aucune sympathie pour Rob McCoy. Je n'ai aucune sympathie pour Mikey McCoy. Je n'ai aucune sympathie pour Tyler Boyer. Oui, je pense que dire la vérité, c'est quelque chose de très facile à faire quand on a un micro. Et si tu ne veux pas dire la vérité, ça te rend juste plus suspect. Et je peux t'en donner un exemple. Il y avait un gamin qui portait du verre à cet événement UVU, tu vois. Il avait l'air un peu louche. Il y avait plein de rumeurs, on a reçu plein d'emails, mais je n'en ai jamais parlé dans l'émission parce que je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit d'autre que le fait qu'il avait l'air un peu louche avec son sweat à capuche vert. Et je crois que c'était hier, Sam Parker a dit « Qui sont ces gars? » Et je n'arrive pas à avoir une image claire de cette personne. Je lui réponds alors « Voici une image claire de cette personne. » La personne qui portait réellement le sweat à capuche vert a alors répondu très rapidement. Il dit « C'est moi. » Désolé, je m'habille bizarrement. Je crois qu'il est dans l'équipe de foot à l'UVU. Et c'est tout. C'est fini. Et plus personne ne parle du sweat à capuche vert. Le voilà, Colby Sessions. Salut les gars, c'est moi. Mon coéquipier et moi, on était juste sur le campus pour manger et passer à l'événement. On porte toujours des trucs bizarres comme ça. Désolé les gars, c'est tout. C'était facile, non? Tellement facile. Il ne dit pas « Je suis une victime. Appelez un avocat. » Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait posé une question. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait de l'intérêt pour cet événement où un assassinat a eu lieu. Non, les gens posent des questions parce qu'ils sont bien intentionnés et ils répondent simplement « et c'est fini ». C'est aussi simple que ça. C'est aussi rapide que ça. C'est aussi indolore quand on dit simplement la vérité. Et je n'ai tout simplement pas l'impression que quoi que ce soit qui ait été facile à clarifier ait été fait. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient en deuil, parce qu'ils étaient de nouveau sur pied dès le lendemain, tout excités, partageant des souvenirs et parlant en détail de ce qui s'était passé ce jour-là. Donc, à part les parties que nous aimerions connaître, je ne sais pas, ça ne me convainc pas. Bref, si vous voulez regarder cette interview en entier, vous devriez vraiment le faire. C'est disponible sur Fox News, Primetime, Jesse Waters. Et c'est tout ce que nous dirons à ce sujet. Faisons une courte pause. Et nous allons parler de certains influenceurs sionistes chrétiens. Je vous ai beaucoup parlé de Riverbend Ranch parce que j'adore leur steak. Le bœuf Black Angus est célèbre pour sa saveur exceptionnelle, mais Riverbend Ranch a élevé ce bœuf à un autre niveau. Depuis 35 ans, Riverbend Ranch a créé un troupeau Angus d'élite en utilisant la technologie ultrason pour sélectionner les bovins génétiquement supérieurs en privilégiant saveur et tendreté. Chaque année, Riverbend Ranch fournit environ 850 taureaux Black Angus d'élite dotés de ces gènes à plus de 260 élevages de l'ouest des États-Unis. Ces ranchs partenaires reçoivent une prime de Riverbend Ranch pour élever ces veaux sans hormones de croissance ni antibiotiques. Chaque automne, les veaux avec cette génétique d'élite retournent à Riverbend Ranch pour passer l'été suivant dans de luxuriants pâturages de montagne. Ainsi, en achetant chez Riverbend Ranch, vous soutenez non seulement les 64 cowboys et leurs familles qui y travaillent, mais aussi plus de 260 autres éleveurs américains, les ranchs et les centaines de familles américaines qui y travaillent également. Nés et élevés aux États-Unis, transformés ici même. La viande est affinée 21 jours, puis expédiée directement du ranch à votre domicile. Ce n'est pas votre bœuf Angus noir ordinaire, c'est plus savoureux et plus tendre que le meilleur bœuf Angus que j'ai jamais goûté.
En ce moment, si vous allez sur reverbandrange.com et utilisez le code promo Candice lors du paiement, vous bénéficierez de 20 $ de réduction sur votre première commande. Croyez-moi, vous allez être vraiment impressionné. Alors, rendez-vous sur reverbandrange.com et utilisez le code promo Candice lors du paiement. Je veux aussi vous parler de PDS Debt. La dette de carte de crédit n'est pas un accident. C'est un système fait pour maintenir les Américains à terre. Les banques en profitent, les créanciers gagnent et ce sont les familles qui perdent. Chaque appel, chaque frais, chaque piège à taux élevé rappelle que le système est truqué. Mais il y a aussi un autre côté. PDS Debt a aidé des centaines de milliers de personnes à réduire leurs dettes, arrêter les appels et remettre l'argent dans votre poche. Que vous ayez des difficultés avec des cartes de crédit, prêts ou factures médicales, PDS Debt propose des solutions pour vous aider à sortir de la dette. Ils vont au-delà des chiffres pour comprendre votre situation financière et créer un plan personnalisé pour vous. Aucun score de crédit minimum requis. Ils vous aident à économiser, à rembourser vos dettes plus vite et à remettre l'argent où il doit être. PDS Debt est noté A+ par le Better Business Bureau. Elle compte des milliers d'avis 5 étoiles sur Google et détient une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Pourquoi? Parce que PDS a aidé des centaines de milliers de personnes à sortir de la dette. C'est votre argent, c'est votre avenir. Alors ne laissez pas le système décider à votre place. Vous n'êtes qu'à 30 secondes d'être libéré de vos dettes. Obtenez votre évaluation gratuite et trouvez la meilleure option pour vous dès maintenant sur pdsdebt.com/Candice. C'est pdsdebt.com/Candice. Encore une fois, pdsdebt.com/Candice. Très bien, commençons par un petit échange que j'ai eu en ligne avec Ali Beth Stuckey. Je commence. En fait, je vais commencer par dire quelque chose de positif à propos d'Ali Beth Stuckey parce que l'une des choses sur lesquelles je travaille, c'est d'être beaucoup plus mesuré quand quelque chose m'énerve et je me rends compte que ce sujet en particulier me donne instantanément envie de sortir les griffes. Il y a beaucoup de choses formidables chez Ali Stuckey. J'ai déjà travaillé avec elle lors de divers événements et discuté avec elle. Elle est venue plusieurs fois sur mon podcast. Elle a été panéliste à l'époque où j'étais chez The Daily Wire, c'est de cela que je parle. Elle a débattu avec mon mari avant que je devienne catholique. Ils ont eu une très bonne discussion et elle a toujours été très gentille. En coulisses, je vous dirai toujours s'il y a des ragots, mais en réalité, il n'y en a pas du tout sur Ali Stuckey. Elle a toujours été une personne vraiment adorable. Et surtout parce qu'à mes débuts dans l'industrie, alors que beaucoup de gens se moquaient de moi pour toutes sortes de raisons, elle m'a en fait invitée dans son émission et a eu une vraie conversation avec moi au lieu de simplement rejoindre le cœur des critiques. Donc oui, si j'en parle, ce n'est pas parce que Ali est une mauvaise personne. J'en parle parce qu'elle s'adresse à moi, en fait, de façon subtile, en sous-entendant ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'il est juste que lorsque des gens adoptent ce genre de comportement, j'ai le droit de répondre. D'une façon ou d'une autre, les gens ont le droit de parler de moi. Et puis, quand je réponds, certains, les gens vont soudainement dire « Je soutiens un tel ». Je me dis « De quoi parlez-vous? Je fais que répondre à quelqu'un ». Pour moi, ce sujet, Charlie Kirk, qui l'a tué, il n'y a pas un seul sujet politique sur cette planète qui me tienne plus à cœur, d'accord? Pour moi, c'est le meurtre de Charlie Kirk et rien d'autre. Et après son assassinat, les gens ont été carrément odieux avec moi. Vous avez vu ça. Ce n'était assurément pas bio. C'était ce besoin étrange d'affirmer son héritage en tant que sioniste chrétien. Au fait, je n'inclus absolument pas Ali dans la catégorie des personnes vraiment désagréables, mais elle faisait partie de ces voix qui, à mon avis, jetaient une ombre inutile sur mon récit de son intérêt pour le catholicisme. Et c'était inutile, je dirais, simplement parce qu'elle aurait pu m'envoyer un message. Elle a mon numéro. C'est l'une des choses que Matt Walsh a récemment dites, à savoir qu'il considère cela comme une véritable forme de déloyauté. Quand tu as accès à une personne, mais que tu préfères utiliser ta plateforme pour dire quelque chose à son sujet alors que tu pourrais simplement demander des éclaircissements, non, elle aurait pu m'envoyer un message et dire « Hey, je n'ai jamais entendu parler de Charlie s'intéressant au catholicisme. » Et je lui aurais dit en privé, oui, il allait parfois à la messe tous les jours. Il y allait le dimanche. Il est mort avec un pendentif, mais cela ne s'est pas produit. Quoi qu'il en soit, elle a dit être amie de Charlie Kirk et a travaillé avec lui des années. Tout cela est vrai. Nous sommes des alliés naturels parce que
Nous sommes engagés à vouloir qu'il y ait justice et nous sommes sincèrement tous les deux bouleversés par le fait que Charlie ne soit plus là, de ne pas voir où Charlie était censé aller dans sa vie, que sa vie ait été écourtée dans les circonstances les plus traumatisantes possibles. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent seulement utiliser leur plateforme pour réfuter quelque chose que je dis et qu'ils pensent être faux, même lorsque j'apporte la preuve que c'est vrai. Et un exemple de cela, c'est ce matin. Donc hier, je vous ai dit, en tant que personne qui a travaillé chez Turning Point USA, qui a le plus tourné avec Charlie, d'accord, il n'y a qu'une seule personne qui peut dire « J'ai fait plus de tournées sur les campus de Turning Point USA que Candace Owens ». Je sais de quoi je parle, non? C'est très étrange de ne pas savoir comment les choses fonctionnent en interne et ensuite d'accuser quelqu'un qui montre un email, comme je l'ai fait hier, qui montre que ces événements sont réservés le semestre précédent. D'accord. Il y a une longue liste d'attente. Tout le monde veut Charlie ou Candace ou peu importe, Don Jr. pour venir sur leur campus. Et ils font ces demandes très tôt. Les sections de Turning Point, il y en a tellement. Et donc, ils sont constamment en retard sur ces demandes. Et c'est un processus très long parce que les administrations de ces campus détestent naturellement Turning Point USA en particulier. Parce que Charlie a créé l'organisation pour perturber les campus universitaires. Donc, il rend de la vie très difficile à ces jeunes pour tout et n'importe quoi. Quand je vous dis qu'ils lui ont mis des bâtons dans les roues, quand Charlie et moi avons parlé à Stanford, la fille qui avait organisé l'événement, l'étudiante, son grand-père possédait l'un des bâtiments de Stanford. Son nom figurait sur l'un des bâtiments de l'université Stanford. Et ils lui ont quand même compliqué la tâche pour organiser cet événement, n'est-ce pas? Ça n'a aucune importance. C'est davantage le sentiment de qui vous êtes en tant que personne politique. Et en tant qu'organisation politique, ils essaieront de vous arrêter. Et c'est pour cela que c'est étrange, car cela n'est jamais arrivé pendant que j'ai fait la tournée pendant 8-9 semestres, 8 l'été 2019, 8 semestres avec Charlie d'affilée. Il n'est jamais arrivé qu'une université fasse une demande pendant l'été, alors que l'école est fermée, parce que c'était, d'accord, fin juillet, il n'y avait pas cours. Et ensuite, ça se passe. Accepté tout de suite par Turning Point USA, puis mis au calendrier. Imaginez l'université recevant ce mail. Ils détestent déjà Charlie Kirk, mais ils vont l'accepter, dire qu'ils veulent honorer cela et vous donner la première semaine de la rentrée. C'est ce qu'ils essaient de nous faire croire, et ça n'a aucun sens. Et j'ai souligné cela et j'en ai apporté la preuve. En fait, avec quoi êtes-vous en désaccord? Quand vous intervenez là-dedans, qu'est-ce qui motive réellement votre désaccord? C'est la question que je me pose. Je vais lire ses tweets puis j'y répondrai. Donc, elle fait un faux débunkage total en partageant un échange de messages privés entre elle et Charlie. Voici ce qu'elle a tweeté. Elle a dit que la dernière affirmation était que TPUSA devait forcément être impliqué dans le meurtre de Charlie parce que l'étape sur le campus de l'UVU avait été approuvée en juillet. Elle n'a pas été approuvée en juillet. Elle a été enregistrée, demandée en juillet. Et c'est un délai trop court pour un événement en septembre. Ce n'est pas vrai. Charlie m'a envoyé un message à la fin août pour un événement sur le campus début novembre. Ça fait environ 2 mois d'écart. Et la raison pour laquelle il n'a pas précisé quel campus, c'est parce qu'il ne le savait même pas encore. Il savait juste que ce serait en Alabama. Donc oui, il semble bien qu'une partie de la tournée des campus de cette année ait été organisée à la dernière minute et que réserver l'UVU pendant l'été n'a en réalité rien d'inhabituel. Et on adorerait que tu nous rejoignes sur le campus le 3 novembre. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que Charlie l'a invité à le rejoindre sur le campus le 3 novembre. S'il te donne plusieurs lieux, et je te dis ça en tant que personne qui l'a fait, j'ai travaillé pour cette organisation, Ali, d'accord? C'est probablement parce que c'est déjà approuvé. Ils font déjà ces campus. Ils te demandent lequel choisir. Très souvent, on demande à ces étudiants de réserver 2 dates qui pourraient te convenir, et on va leur répondre pour confirmer et voir qui est disponible. Ils n'ont pas commencé à organiser cet événement quand Charlie t'a envoyé un message. Je peux te le garantir, d'accord? Ils n'ont pas reçu de demande de la part de ces campus ce jour-là. C'est absurde. Je ne sais même pas ce qu'on est en train de débattre. Ensuite, elle poursuit et dit ceci.
puisque certains d'entre vous ont du mal, comme l'ont fait remarquer certaines personnes. Ce n'est pas ce que Candace a dit. C'est une demande qui est passée du chapitre UVU à Turning Point USA. Elle dit que certains d'entre vous rencontrent des difficultés. Aucun lieu pour l'instant. C'est dans 2 mois. Il y a clairement un lieu, car Charlie dit dans cette conversation « Le 3 novembre chez Mikey McCoy, en fait, le 3 novembre à 18h30, soit Auburn, qui compte 5000 places, soit l'Université du Sud de l'Alabama. Maintenant, je vous l'ai dit, que Charlie et moi allions nous répartir les tâches. Plusieurs événements auraient lieu ce jour-là. Charlie en serait vedette. Je serais la tête d'affiche de l'autre. Je vous le garantis. Et j'ai vérifié, ils ont fait les 2 cette session parce que c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ils vous demandent lequel vous voulez rejoindre. Ils occupent peut-être tous les 2 les amphithéâtres dont ils ont besoin, mais cela n'était pas en cours de planification lorsqu'ils vous ont contacté. Ils n'ont pas reçu la demande le jour où ils vous ont envoyé le message en disant « Hey, tu veux que ça se fasse? Je ne sais pas ce qu'on fait ici. Je ne sais pas quelle est la nature de tout cela. » Ensuite, vous avez Lila Rose, qui intervient sans aucune raison, si ce n'est le fait qu'elle est une chrétienne sioniste engagée. Et elle dit quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Au moins, Ali montre quelque chose en rapport avec Turning Point USA, même si elle n'a peut-être pas regardé ce que j'ai dit ou qu'elle est confuse sur la nature de la conversation. C'est bien intentionné, d'accord? Lila Rose débarque complètement hors sujet. C'est comme si on parlait de pommes et qu'elle arrive avec une orange. Je donne aussi régulièrement des conférences sur les campus universitaires. Elle commence par « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? » J'ai montré l'email. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je donne aussi régulièrement des conférences dans des universités. Par exemple, on vient de me demander de parler à Stanford et ils allaient organiser l'événement en 3 semaines. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas concrétisé. Ils t'ont demandé de venir parler. Quel est le contexte? Combien d'étudiants? Et puis elle continue et donne un exemple. Quand j'ai débattu il y a quelques semaines à Yale, l'événement a aussi été organisé en 2 mois. Voilà ce qui se passe quand le principal débatteur Charlie Kirk est éliminé. Il ne nous reste que ça. Des gens incapables de faire la différence entre des pommes et des oranges. Lila, je suis sûre que si Taylor Swift tweetait que son équipe a mis 1 an à organiser sa tournée, je ne vais pas répondre en disant « ce n'est pas vrai ». J'ai accompagné Taylor Swift lors d'événements sur les campus et nous avons réussi à organiser l'événement en 6 mois. Des pommes, des oranges. Donc, cet événement à Yale, où Lila Rose a pris la parole, était organisé avec l'Union politique de Yale. Donc oui, ça existe depuis 1934. Ça fonctionne comme une machine bien huilée. J'ai pris la parole à l'Oxford Union. Ils parlent au même endroit, à la même heure. Ils changent simplement les intervenants. Vous vous asseyez avec eux, vous dînez ensemble. Là, je parle d'Oxford, pas de Yale. Je n'ai pas pris la parole à Yale. Vous dînez ensemble et vous débattez avec quelqu'un. D'accord. C'est une union de débat. C'est ce qu'ils font et ce qu'ils font depuis 1934. Lila en avait une, et voici une photo. Elle compare ces 70 personnes qui ont assisté à ce débat. À Turning Point USA, qui organise un débat avec des milliers de personnes, parfois un vice-président, parfois un président. Sur quoi débattez-vous? Quand vous faites une pause et que vous réfléchissez, sur quoi débattez-vous avec moi? Si vous voulez me contredire, montrez-moi simplement l'exemple de quelqu'un qui fait une demande et qu'elle soit instantanément acceptée à Turning Point USA, qui fonctionne comme une machine, vraiment. Mais ces événements sont importants, d'accord? Des ambulances sont nécessaires. L'université doit te dire, d'accord, eh bien, si tu as 1500 personnes, alors c'est la loi de l'État. Ils doivent confirmer qu'ils sont disponibles. C'est l'assurance qui doit être, etc. Ce n'est pas la même chose, Lila, quand tu débats avec une femme plus âgée à propos de l'avortement dans une union politique, d'accord? Ce n'est tout simplement pas la même chose. Donc, encore une fois, je demande, quel est leur intérêt pour qu'ils se mettent dans tous leurs états parce que je dis la vérité? Parce que maintenant, je dois prendre le temps et jouer à la reine de la mesquinerie et passer en revue chaque année depuis 2018 pour te dire quand ils ont organisé les événements, parce que je peux le faire. Je peux le faire pour chaque semestre de 2018 à 2024. Quel est l'intérêt ici? Je vais le faire. Savannah, je suis désolée. Nous devons le faire. Mais à quoi bon contester quelque chose et dire que ce n'est pas vrai alors que je viens de te dire que c'est vrai et que je t'ai montré des preuves que c'est vrai? En fait, à ce stade, tu mens carrément. Tu fais preuve d'une extrême malhonnêteté.
au minimum, en faisant une vidéo et en disant qu'il ne devient pas catholique. Il était un évangélique engagé. Dis, je ne sais pas. Dis simplement que tu ne sais pas. Voilà. Pourquoi fais-tu ces vidéos? En fait, je sais vraiment et je partage les informations que je connais parce que nous méritons des réponses lorsqu'il y a d'étranges anomalies. Maintenant, est-il possible que quelqu'un connaissait quelqu'un, ait passé un coup de fil et que ça se soit fait comme ça? Oui. Mais nous, le public du monde entier qui ne faisons pas confiance à ce qu'on nous dit, aimerions savoir qui était cette personne qui a permis à cet événement de se mettre en place aussi rapidement, plus vite que je n'ai jamais vu un événement s'organiser, surtout quand on sait à quel point les universités sont hostiles envers les groupes conservateurs qui rassemblent beaucoup de monde. Ce qui était le cas de Charlie, ce qu'il était en tant que personne. C'était quelqu'un qui était accueilli avec hostilité par les administrations quand il s'y rendait, d'accord? Parce que cela signifiait qu'il y aurait des manifestations. Ils vont te brûler en effigie, comme ils l'ont fait à Michael Knowles lors d'un événement Turning Point USA. Il doit y avoir certains paramètres mis en place pour permettre à ces événements particuliers d'avoir lieu. Mais j'apprécie que tu partages ton expérience. Prochaine fois que Taylor Swift tweetera sur son expérience, je dirai « Ce n'est pas vrai ». Taylor Swift dit « Moi, je ne peux pas entrer dans un centre commercial ». Je suis là, moi non plus. Ce n'est pas vrai, je suis entrée. Aucun fan n'a couru vers moi, Taylor Swift. Donc, évidemment, Taylor Swift ment parce que ça ne m'est pas arrivé. Comme le dit Justin Bieber, ça ne marche pas pour nous, mec. Bref, ça me paraît aussi bizarre que quand on regarde sur quoi ils se concentrent, ça semble tellement mesquin. Mais ensuite, ils ignorent tous les mensonges flagrants qui ont été racontés à propos de cette enquête. Ils ne font pas de vidéos en disant « Oh, ouais, j'ai parlé à une dizaine de chasseurs et un calibre 30-06 aurait dû le décapiter. » Ils ne se soucient pas du tout de ces choses-là. Alors, tu fais ça parce que tu te soucies de Charlie? Tu fais ça parce que tu te soucies de l'enquête? Parce que si tu veux enquêter, enquête, c'est pas grave. Envoie-moi un message texte et pose-moi une question précise. Demande-moi d'où tiens-tu cette information? Rejoins le groupe de personnes en ligne que je ne connaissais pas avant tout ça, qui enquêtent sur ce meurtre et utilisent des sources. Fais ça. Soit tu nous rejoins, soit tu te mets hors de notre chemin, c'est ce que je dirais. Parce que si tu ne vas pas faire de vidéo ou si tu fais une vidéo sur une faille évidente et que tu la minimises, c'est un peu ce qu'Ali a fait à propos des messages Discord des Feds. J'ai regardé un extrait, elle adoucit un peu le truc et dit « Bon, même si ces messages ont été écrits par les Feds, je pense quand même qu'il a été tué par Tyler Robinson. » D'accord. Donc, tu es prêt à quoi? Accorder le bénéfice du doute aux Feds quand ils mentent peut-être, mais tu ne peux pas supposer que je dis la vérité sur mon expérience ayant travaillé avec une organisation et sur les preuves concrètes que j'ai pour appuyer ce que je dis. Tu n'accordes aucune indulgence sur la question de savoir s'il aurait pu s'intéresser au catholicisme. Le but, c'est de dire la vérité, non? Pourquoi ne faites-vous pas d'émission si vous voulez démystifier les mensonges? Avez-vous fait une émission sur Josh Hammer? Quand on a publié les messages textes, avez-vous dit « Wow, Josh Hammer a menti sur l'état d'esprit de Charlie Kirk », car ça ressemble à de la propagande. Et pour moi, c'est le pire type de propagande quand tu l'enrobes en disant que les chrétiens ne devraient pas ou que les chrétiens devraient. J'enquête là-dessus. Ça me tient à cœur. Et de mon point de vue, si tu te mets en travers de mon chemin, je vais simplement cracher du feu et révéler la vérité. Quand je dis cracher du feu, ça veut simplement dire montrer la vérité, révéler encore plus de vérité. Je vais, comme je l'ai dit, sortir chaque email pour qu'il n'y ait aucun débat ou contestation sur le temps que prennent ces événements à s'enchaîner. D'accord. Voilà, c'est tout. Je n'aime pas le silence autour de ces choses. Aussi, je mentionnerai aussi qu'Ali a étrangement embauché Alyssa Cordova et ce n'est vraiment pas un bon choix pour moi. Alyssa Cordova était auparavant la responsable des relations publiques, la chef des relations publiques chez Daily Wire. Et quand je vous dis que cette femme est malveillante, il est difficile de mettre en mots ce qu'elle a fait subir aux gens et elle le fait juste pour le plaisir. C'est le genre de personne qui garde un dossier sur son bureau avec intentionnellement des extraits sortis de leur contexte qu'elle envoie ensuite à des gens, tout un petit cercle d'abeilles en ligne. Comme Ian Miles Chung, qui est un être humain méprisable et qui dit, par exemple, « attaque cette personne ». Et elle fera ça d'ailleurs, même si tu travailles avec elle. Elle va te discréditer et faire ce genre de choses. Donc, quand je vois
ce genre de revirement et que je vois qu'Alissa Cordova travaille avec toi, je me demande si ce n'est pas simplement une sorte de méchanceté sioniste. Je pense avoir été extrêmement conciliant envers les différentes perspectives que nous avons. Si nous sommes tous engagés envers la vérité, nous sommes évidemment capables de débattre. Et je suis prêt, d'ailleurs, je vais aussi ajouter cela, à inviter Ali ou Lila Rose dans cette émission demain, si vous le souhaitez, pour débattre de ce que j'ai présenté jusqu'à présent, en plus de vous expliquer comment Turning Point USA organise ces événements. Je suis prêt à le faire et à apporter les preuves de ce que j'avance. Cette invitation reste toujours ouverte. Vous aurez une tribune. Si vous êtes engagé envers la vérité, ma plateforme est la vôtre. Maintenant, en parlant de relations publiques et de personnes qui devraient peut-être s'y mettre, Alex Clark mérite une augmentation. Je ne sais même pas ce qu'elle fait chez Turning Point USA. Cela nous ramène, vous savez, à Erika Kirk en tant que PDG. Les gens, nous l'avons vu mentir, d'accord? Nous l'avons vu mentir à propos de l'affaire catholique. On est censé se sentir bien par rapport à ça et penser qu'elle est traumatisée, mais elle ne l'était pas quand elle a mis des bottes et s'est tenue dehors pour que le Wall Street Journal prenne une photo d'elle quelques jours après la mort de Charlie. Je ne sais pas. On dirait qu'elle allait bien. Maintenant, c'est une star et elle a essayé de lancer son podcast en grande pompe. En fait, elle a tweeté quelques messages ces derniers jours débordant de colère envers les gens qui posent des questions pertinentes. Voici une chose qu'elle a écrite. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de Mikey. C'est un pote. Je plaisante, elle n'a pas dit ça. Je suis maintenant l'un des employés les plus anciens de l'organisation. Et Mickey a un cœur de serviteur. Si jamais j'en ai vu un, vous savez pourquoi il est allé en Corée et au Japon? Parce que mon patron, notre directeur de production, qui est le père de 6 enfants, le lui a demandé. Il voyage toujours avec moi une bonne partie du temps et ses enfants lui manquaient, alors il a demandé à Mickey d'y aller et de filmer à sa place. Bon, je vais juste dire, je pense qu'il est probablement allé au Japon et en Corée parce que c'est une opportunité géniale. Je ne sais pas. Je suis juste quelqu'un qui a pas mal bourlingué. Et si je disais, « Hey, est-ce que vous voulez aller au Japon? » Hip hip hurrah! C'est incroyable. Ce n'est pas exactement « Je vais construire une maison », c'est quoi déjà? Une maison pour l'habitat, des maisons pour l'habitat, peu importe comment ça s'appelle, une maison pour l'habitat au milieu de la jungle ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est une opportunité plutôt intéressante. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas simplement avoir des réponses basiques sur Mikey McCoy qui nous aideraient à passer à autre chose concernant ce que nous ressentons sur son comportement, ce qu'il a suivi et les choses dites à son sujet après ces événements, ce qui nous fait penser qu'il le préparait à remplacer Charlie. Nous avons entendu cela de son père. Nous avons entendu ces choses de la part de personnes de Turning Point USA. Et si vous cherchez un fait, il a remplacé Charlie, qui devait prendre la parole à Liberty University. D'accord, c'est juste un fait. Alex Clark nous a aussi lancé des pics et c'est assez incroyable qu'elle ait dit ça en travaillant pour Turning Point USA. Voici ce qu'elle a écrit. Dans chaque épisode hommage de podcast que j'ai fait sur Charlie, je n'ai pas diffusé mes publicités de sponsors. C'était ma directive et mon choix pour mon équipe. Nous sommes maintenant endettés envers mes sponsors. Je m'en fichais. Cela me semblait la bonne chose à faire. D'accord. Ainsi, Turning Point a engrangé environ 90 millions de dollars dans les 2 semaines qui ont suivi la mort de Charlie. Il me semble avoir entendu dire au départ que c'était 70 millions de dollars. Il a augmenté depuis. Il vendait des t-shirts lors de la cérémonie commémorative, des t-shirts Freedom Charlie par exemple. Il vendait des produits. Et elle est... J'imagine que vous essayez de sous-entendre que le fait que je parle de sa mort et que je diffuse des publicités est problématique. Tout d'abord, lors de notre épisode Hommage, nous n'avons diffusé absolument aucune publicité. Nous n'avons même pas laissé YouTube diffuser des publicités sur cet épisode. Donc, ceci n'est pas un épisode Hommage. Ceci est mon podcast et nous enquêtons sur ce meurtre. Et chaque personne qui fait des podcasts, que ce soit Ali qui parle de son parcours catholique, Lila qui raconte ce qui s'est passé, peu importe le contexte dans lequel il l'aborde, que ce soit PBD et son équipe qui ont beaucoup parlé de Charlie Kirk après sa mort. Pourquoi me regardes-tu comme si j'étais la personne qui lit mes publicités? Est-ce que tu fais semblant d'avoir fait un énorme sacrifice parce que pendant quelques épisodes, tu n'as pas diffusé de publicité?
C'est ce que je veux dire. Il y a tellement d'inauthenticité qui sort de cette entreprise en ce moment. Je suis une si bonne personne. Regardez-moi. Genre, je n'ai pas lu de publicité dans 2 de mes épisodes, mais j'ai quand même fait ce truc avec le Wall Street Journal et essayé de lancer officiellement mon podcast quelques jours après sa mort. Mais regardez-moi. J'ai refusé de le faire. Au fait, quel était le montant total que tu as reporté parce que tu ne l'as pas refusé? Tu as simplement reporté la lecture des publicités et tu as dit que tu les avais faites plus tard. Il y a juste quelque chose qui me dérange vraiment à ce sujet. Tu sais, ils sont en colère contre les gens qui enquêtent sur la mort de Charlie et qui les surprennent en train de mentir. C'est pour ça qu'elle est en colère. Elle est en colère parce qu'elle a menti à mon sujet dans son podcast et que je l'ai dénoncé. OK, si tu ne mens pas sur moi, je n'aurai pas à le dénoncer. Si tu ne racontes pas de mensonges sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passait à Turning Point USA, à la raison pour laquelle Charlie voulait un Doge comme elle l'a fait, oh, on fait ça chaque... Non, vous ne faites pas un Doge chaque année. Tu veux savoir comment je le sais? Parce que le Doge n'existait pas avant Elon Musk. Donc c'est comme, qu'est-ce que tu essayes de dire? Ils veulent qu'on fasse semblant d'être vraiment stupide. Et c'est de la manipulation émotionnelle de leur part de dire que c'est comme ça qu'on honore Charlie. Fais semblant d'être un idiot, fais semblant de ne pas savoir comment fonctionnent les comptes. Fais semblant de ne pas comprendre ce que cela signifie quand on dit certaines choses, puis change notre version plusieurs fois. Fais comme si c'était totalement inacceptable que Candace suggère que nous sommes en train de dissimuler quelque chose. Oui, j'ai bien dit ça. Je n'ai pas dit que Mikey avait tué Charlie Kirk. J'ai dit que Turning Point est impliqué dans une dissimulation parce que c'est littéralement la seule raison pour laquelle les gens mentent. Chaque fois que tu mens, c'est parce que tu caches la vérité. Tu es en train de dissimuler quelque chose, même si c'est un petit mensonge. Même si je dis, tu sais, que j'essaie de faire une surprise à une amie pour son anniversaire et que je lui dis « Je suis la seule à venir, retrouve-moi ici ». C'est un mensonge parce que je cache une certaine vérité, non? C'est à ça que servent les mensonges. Il n'y a aucune autre raison de mentir à part pour cacher quelque chose. Donc, toi, quand tu as menti à propos du catholicisme, ce n'était pas parce que tu avais tué Charlie Kirk, Alex. C'était probablement parce que vous étiez plus préoccupé par vos donateurs chrétiens sionistes et aussi par la pression de vos donateurs juifs. Et donc, vous avez simplement menti pour cacher la vérité sur la situation de Charlie. Tiananmen Report USA raconte beaucoup de mensonges. Ils sont impliqués dans une dissimulation. Je l'ai dit. J'assume mes propos. Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai dit. Dites la vérité ou pas, d'accord? Et si vous ne le faites pas, on va simplement continuer à enquêter. Et on verra ce que vous en pensez. Faites une petite pause et je vais répondre à certains de vos commentaires. Très bien, je veux vous rappeler Paleo Valley, car quelque chose dont mon équipe et moi avons toujours envie, ce sont leurs bâtonnets de bœuf. En particulier ceux qu'ils fabriquent avec du bœuf 100% nourri à l'herbe, provenant de petites fermes américaines régénératrices, afin que vous puissiez être fiers de ce que vous mangez et de ce que vous soutenez. Ils ont retiré tout ce qui est mauvais, pas de conservateurs, gluten, soja, sucre, produits laitiers ou OGM. Juste une énergie propre et nutritive. Que vous soyez en déplacement, au travail tard ou avec les enfants, ces bâtonnets apportent des protéines et de l'énergie, sans coup de fatigue. Que vous soyez keto, paléo, carnivore, peu importe. Paleo Valley s'adapte à votre mode de vie, pas l'inverse. Ils existent aussi en saveurs audacieuses, originales, jalapeno, saucisson d'été, bacon à l'érable, teriyaki, il y en a pour tous les goûts. Il s'est vendu 55 millions de bâtonnets de bœuf. Paleo Valley est une marque de confiance. C'est prouvé et c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 60 jours. En ce moment, vous bénéficiez de 20% de réduction sur votre première commande en visitant paleovalley.com/Candice. N'oubliez pas d'utiliser le code Candice lors du paiement. C'est paleovalley.com/Candice. Code promo Candice à la caisse. Et bien sûr, je vais vous parler de Nimi Skincare parce que vous savez que je les adore. J'aime particulièrement leur routine anti-âge en 3 étapes. C'est pourquoi je suis tellement ravie que Nimi Skincare propose désormais aussi une gamme complète pour le corps.
Leur coffret Foundations Body Bundle, c'est une routine simple en 3 étapes. Vous recevez le gel douche Botanical Bliss, le gommage revitalisant au sucre et la lotion corporelle réparatrice à l'acide hyaluronique pour une hydratation en profondeur. Votre peau reste douce, hydratée et en pleine santé. Et tout comme leurs soins du visage, la gamme Corps Nimi est composée d'ingrédients sains et cliniquement prouvés. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est fabriqué ici même aux États-Unis par une entreprise fondée sur nos valeurs, la foi, la famille et, bien sûr, la liberté. Arrêtez de soutenir des entreprises radicales et donnez votre argent à une société qui vous respecte. Il est temps de prendre soin de votre peau avec des produits fiables. Rendez-vous sur nimiskincare.com et utilisez mon code Candice10 à la caisse pour obtenir 10% de réduction sur toute votre commande. C'est nimiskincare.com. Au fait, je tiens à dire ceci. Chaque fois qu'ils lâchent tous les chiens pour quelque chose de mineur, comme quand je dis que cet événement s'est organisé trop vite, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Nous devons découvrir exactement qui a organisé cet événement, parce que j'ai l'impression que de l'argent est dépensé pour que tout le monde s'affole à propos de quelque chose d'insignifiant. C'est une tendance, comme je le disais pour les avions égyptiens. Quand ils réagissent de façon excessive, c'est qu'on a touché un point sensible. Nous devrions donc concentrer notre attention sur la façon dont cet événement a été organisé. Si vous travaillez pour le chapitre Turning Point USA de l'UVU et que vous souhaitez vous manifester, veuillez nous envoyer un email à moretipsatcanisowens.com et dites-nous comment cet événement a été organisé qu'il a spécifiquement demandé. J'ai un pressentiment à ce sujet. On est proche parce qu'il parle même d'avocat. Je veux dire, Alissa Cordova, cette attachée de presse, a en fait écrit ceci. Si on pouvait afficher ce tweet. J'espère que tu es... Non, l'autre, celui où elle dit « As-tu trouvé son autre tweet » où elle dit qu'elle ne connaît pas le fonctionnement interne de Turning Point USA, mais le voici. Je n'ai pas de connaissances directes, mais je suppose qu'il y a des accords de non-dénigrement entre Turning Point et Candace Owens à cause de l'accord commercial avec Blexit. C'est étrange qu'elle sache que nous avons un accord avec Blexit, mais elle dit ça. Et c'est un peu comme si elle faisait planer la menace. On pourrait te poursuivre. Poursuis-moi. Poursuis-moi. Je veux le pouvoir d'assignation. Je veux tous tes messages. S'il te plaît, rends-moi service aujourd'hui dans l'affaire Charlie Kirk. J'ai été claire. Je veux tout le feu de vous tous. Je ne pense pas que tu réalises à quel point c'est concret pour moi. J'y suis retournée et c'était tellement difficile. J'étais là genre, fille, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. C'est du passé pour moi. On est dans une nouvelle époque. C'est littéralement le temps de Dieu, d'accord? Tout ça. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne d'ailleurs. Elle peut te traiter de façon vraiment méchante, mais il y a un NDA qui t'en empêche, donc tu dois la laisser t'abuser. On ne fait plus ça, Alissa. On ne fait plus ça. Quelle que soit l'entreprise qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, d'accord. Vous n'avez plus le droit de vous livrer à une telle méchanceté. Vous n'avez plus le droit de vous comporter comme les enfants de Satan et ensuite de faire de petites menaces juridiques. D'accord? Tout ce qui m'est envoyé par un avocat sera désormais rendu public. C'est tout. Peu importe qui vous êtes. Si tu regardes ça et que tu te demandes « Est-ce que je devrais crier au tribunal si c'est envoyé à un avocat? » Tu devrais probablement le faire. Tout ce que tu m'envoies est désormais public. Le temps de Satan est terminé. C'est fini, d'accord? Il ne fallait pas tirer sur Charlie Kirk. Il ne fallait tout simplement pas tuer Charlie Kirk. C'est ce que je dirais. Bref, le commentaire le plus liké d'hier était « Quelque part, Brigitte McCrone pousse un soupir de soulagement. » Je ne sais pas, mec. Maintenant que le podcast n'existe plus, premièrement, les gens vont retourner regarder la série sur Brigitte McCrone. Et une fois que tu la regardes, tu sais juste. Tu te dis, c'est un mec, évidemment. C'est tellement bizarre. Genre, les médias ont menti là-dessus. C'est comme un très grand secret. C'est l'éléphant dans la pièce. D'ailleurs, Dinesh D'Souza a ajouté ceci sur X. Il a écrit « À ce stade, quiconque suit ce cirque le fait pour se divertir. » Ce n'est pas un commentaire politique. C'est du bowling de nains. Pourquoi il écrit toujours des trucs bizarres? C'est difficile à regarder, mais impossible de détourner les yeux parce qu'il y a un nain qui vole dans l'allée en direction des quilles. Dinesh, où est-ce que tu vois tout ça? Avant, il a fait référence à une chèvre qui couche avec un humain et il continue d'utiliser ces analogies bizarres, genre, je pense juste qu'il devrait regarder son disque dur. Je vais appeler le FBI. Je vais appeler le FBI. Je vais appeler Kash Patel s'il a fini de pleurer à cause des méchants tweets sur Internet pour sa copine.
et je vais appeler le FBI. Bref, pour revenir à certains de vos commentaires, nous avons Just Keep in Faith qui écrit « Quand tu as dit que tu étais le podcast numéro 1 au monde, ça m'a mis la larme à l'œil, mais je le savais. Enfin, je ne le savais pas. Non, mais je le savais. Honnêtement, ça m'a mis la larme à l'œil quand je l'ai appris parce qu'on s'est juste battu sans jamais lever la tête pour regarder les statistiques. Suivre les statistiques tous les jours. Et on savait évidemment qu'on était rapidement devenu l'un des 3 plus grands podcasts aux États-Unis. Mais quand tu te bats, que tu construis et que tu es constamment sous pression, toujours dans une cocotte minute, c'est assez difficile de trouver un moment pour lever la tête et célébrer quoi que ce soit. Et ça a vraiment ressemblé à ce moment-là. Donc j'étais vraiment, vraiment excitée. Merci beaucoup à vous tous de nous soutenir et de nous permettre d'être vraiment indépendants. Michael Rees écrit depuis l'Est du Tennessee « Pour vous, nous sommes Allemands. Nous apprécions votre travail. Continuez à tenir tête au 7K Club. Nous vous soutenons, Michael et Wayne. » Merci beaucoup, Michael et Wayne. Je continuerai à leur tenir tête. Et je pense que nous sommes en train de gagner parce qu'ils étaient très en colère et je ne sais même plus pourquoi ils m'attaquent à ce stade. Laughing Cats écrit « Podcasteur numéro 1, si tu es un soi-disant freak selon Dinesh, alors nous le sommes aussi. » J'adore que tu montres de l'amour et du soutien à Erika. J'aimerais vraiment qu'il y ait un signe qui nous permette de voir qu'elle perçoit les mensonges que nous voyons, nous, c'est-à-dire les millions et millions de personnes qui font de toi le podcasteur numéro 1. Oui, j'ai bon espoir qu'à l'avenir, nous saurons ce qu'elle sait. Évidemment, elle est au courant en tant que plus proche parente. Du procès. Elle est au courant, je suis désolée, de l'accusation. Elle peut voir quelles preuves ils ont réellement et sur quoi ils fondent leur dossier. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'était, je ne sais pas, c'était juste un grand vide, rien de concret. Tom Paul écrit « Andrew Colbert, dans l'émission d'Alex Clark, a évoqué le fait que le cœur de Charlie battait encore. Comment Charlie a-t-il pu aller instantanément au paradis s'il avait encore un pouls? Erika a vu Charlie pour la première fois dans un aéroport en Israël en mai 2018 avec sa mère. Il existe une vieille vidéo où elle en parle. Oui, je crois que j'ai vu cette vidéo. Je pense qu'ils en ont même parlé dans d'autres vidéos qu'ils ont faites ensemble. Je crois que j'étais avec Charlie d'ailleurs. C'était peut-être pour l'inauguration de l'ambassade. Mais je ne me souviens de rien, en fait, dans ma mémoire. Je te promets qu'après avoir eu des enfants, je n'arrive plus à me rappeler de choses précises. Je dois toujours retourner vérifier dans un email. C'était peut-être pour l'inauguration de l'ambassade. Je n'en suis pas sûre. Mais oui, à propos de... Et ce cœur qui battait encore, s'il est allé instantanément au paradis, Andrew n'a-t-il pas donné une explication? C'était justement l'une des raisons pour lesquelles les gens demandaient comment a-t-il pu être opéré. Parce qu'ils ont expliqué qu'il était mort sur le coup. D'ailleurs, il n'y avait pas que Erika. Frank Turek l'a dit sur scène, qu'il savait dans la voiture qu'il était parti, mais qu'il avait peut-être encore un pouls. Encore une fois, ce serait une excellente chose puisqu'ils l'ont mentionné, qu'Andrew ou Frank Turek y répondent. C'est très facile pour eux de répondre à cela afin d'éclaircir certaines confusions. Jessie Webb écrit « L'incroyable, héroïque, exceptionnelle, intrépide, talentueuse, intelligente, magnifique, reine Candice des podcasts. Incline-toi. Rien ne peut t'arrêter. Le peuple s'est exprimé et nous choisissons la vérité et la lumière plutôt que le mensonge et l'obscurité. Le Christ est roi. J'aime vraiment cette impression que nous vivons un moment de vérité et de lumière. Beaucoup de choses sont révélées. Cela peut être stressant. C'est certainement frustrant, surtout pour moi, d'être constamment sorti de mon contexte et de voir des gens mentir aussi délibérément à mon sujet alors que je dis la vérité. Mais je sais qu'il se passe quelque chose d'autre. Il y a vraiment quelque chose de spirituel en ce moment. Et nous fonçons tous vers la lumière. C'est vraiment ce que je ressens. Les démons hurlent le plus fort lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Brad Atkins écrit « Je prie pour vous en Caroline du Sud. Le Seigneur Jésus-Christ est roi. » Merci Brad. M.D. Turner écrit « Tu es au top. Même si les dirigeants australiens idiots ne te laissent pas entrer, continue de les défier. » Eh bien, je pourrais refaire une demande dans environ 1 an. Donc peut-être que j'essaierai de revenir en Australie. Le temps des bons moments finira inévitablement par atténuer la douleur de la perte de Charlie. Nos cerveaux sont conçus ainsi pour nous protéger. Alors s'il te plaît, ne laisse pas les petits renards te détourner de ta mission. Je te couvre. Allons-y, Candio. Merci beaucoup. Je ne suis pas distrait. C'est la seule chose sur laquelle ils ne peuvent pas me distraire. Fais-moi confiance. Ils n'ont aucun pouvoir ici, vraiment. Quand il s'agit de découvrir ce qui s'est passé, je serai implacable.
Je suis généralement implacable sur des sujets qui n'ont pas autant d'importance personnelle dans ma vie. Brigitte Macron, je veux dire, c'est un problème plus large avec les pervers au pouvoir. Mais celui-ci c'est tellement sinistre, tellement malveillant, c'est incompréhensible d'imaginer ce qui doit être vrai pour permettre toute cette hostilité que subissent les personnes qui posent des questions. Et je l'ai toujours su, depuis le tout début, que ça ne sera pas comme JFK. Nous allons réellement obtenir des réponses. Cette affaire va être résolue. Et c'est pour ça qu'ils sont inquiets, parce que nous n'abandonnerons pas. Nous n'abandonnerons pas. Arman a écrit « Candice, c'était une remarque très sage. Je ne peux pas pardonner sans savoir ce que je pardonne. Merci de l'avoir dit. Je vous parle simplement et dis ce que j'ai sur le cœur. C'est comme ça que je ressens les choses. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi j'y arrive pas? Voilà la réponse. Je ne sais pas quoi pardonner. À qui suis-je censé pardonner? Comment dire « je te pardonne ». Je parle de moi ici. Si je ne sais pas à qui je dois pardonner, il faut que j'y arrive. Elle continue, tout le monde lutte avec Dieu, peu importe à quel point on est dévoué à sa foi. J'espère que la vérité triomphera. Le Christ est roi, Maria écrit. Merci de rester authentique. Ne laisse jamais personne entraver ton intuition. Quand ton âme sent que quelque chose ne va pas, c'est que ça ne va pas. C'est un fait. Oui, nous sommes faits comme ça. Notre instinct, c'est notre instinct divin et on nous ment. Par beaucoup de gens et des gens dont je pense qu'on ne devrait pas être trompés, nous mentent. Juan Antonio écrit « Candace, tu devrais t'associer avec Dave Smith, Yann Carroll et Jimmy Dore, former une coalition, partager des monteurs, promouvoir ensemble et lancer Occupy Wall Street 2.0 et la Fed, réaliser le rêve de Tupac d'un nouveau parti. » Je pense que je suis tellement traumatisée d'avoir été et d'avoir travaillé pour quelqu'un d'autre que je ne sais pas si je pourrais un jour retravailler pour quelqu'un, mais former une coalition et s'entraider, ça oui. On le fait déjà en coulisses. Je ne l'ai pas fait avec Jimmy Dore, mais pour ce qui est des autres, Yann Carroll, on s'envoie des messages régulièrement. Dave Smith, on s'envoie aussi des messages régulièrement, que ce soit pour partager des informations, se poser des questions ou demander des conseils. Et j'admire ces personnes. Pour ce qu'ils font, je ne les admire même pas d'en haut. Je les regarde à côté de moi et je vois ces personnes. Et je sais que nous sommes comme alignés, unis, et qu'il y a comme une armée qui se lève. Et pour moi, c'est comme si c'était l'armée de Dieu. J'adorerais travailler avec Jimmy Dore. J'ai adoré ses vidéos et il m'a fait rire en couvrant les choses absurdes qu'on nous raconte à propos de l'assassinat de Charlie Kirk. Nina Barbie écrit « Salut Candice, je suis Mina. Tu as eu un impact positif sur ma vie. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'aimerais que tu me souhaites un joyeux anniversaire. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, Mina. J'espère que tu passeras une journée fantastique. Ton anniversaire a déjà de super bonnes ondes parce que nous sommes le podcast numéro 1 au monde. Donc, nous n'oublierons pas ton anniversaire. Nous n'oublierons pas le 6 novembre. Nous ne l'oublierons pas. C'est une grande victoire. Nous devrions être heureux. Nous devrions le célébrer. On peut se vanter un peu, mais je me vante avec une vraie humilité parce que je sais que nous n'aurions pas accompli cela sans vous. Vous avez toute la folie en coulisses, même moi qui fais venir mon équipe avec moi depuis Daily Wire. Et je me souviens que Skylar m'a envoyé un message en me demandant « Bon, tu vas m'envoyer une offre par email? » Et moi, j'étais là. Je ne sais pas ce que je fais. J'ai dit « Tu avais proposé quoi? » Et heureusement, mon mari a tout organisé, mais ce sont maintenant de très bons souvenirs parce que je leur ai dit « Je ne sais pas comment ça va se passer. Nous ne pouvons pas vous offrir d'assurance santé la première année. » Ça pourrait échouer, donc vous prenez un vrai risque, allez en parler à vos familles et voyez si c'est quelque chose que vous voulez faire. Et ils ont dit oui. Et maintenant, nous sommes le podcast numéro 1 au monde, donc ils m'ont fait confiance et on a travaillé d'arrache-pied. Et voilà où nous en sommes. Alors merci à vous de nous avoir soutenus tout au long de ce parcours. À mes tout premiers propriétaires de Standiscope, la première blanche, le Christ est roi Standiscope, je vous vois, je vous aime. Vous étiez là dès le début et vous avez fait partie de cette aventure. Et ça fait du bien aussi. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part les membres du club de lecture, tous ceux qui se sont inscrits sur le site candiceowens.com et nous ne savions pas ce que nous faisions. Je vous aime, tout simplement. Je vous aime tous tellement. Et on se retrouve demain.